Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Marie de Horse and Rope. Donc Marie, si tu as besoin de te représenter, et même si tu n'as pas besoin, je vais te demander de te présenter pour celles qui, par erreur, vivraient dans une grotte et n'auraient pas entendu parler de Horse and Rope. Donc Marie, bonjour à toi et je te laisse te présenter. Salut Audrey. Tout d'abord, je te remercie pour ton invitation. Je suis très honorée d'être là avec toi et j'espère qu'on va faire passer un bon moment à tes auditeurs et tes auditrices. Et donc, pour bien commencer, donc je suis Marie, la fondatrice de Horse and Rope. C'est une marque qui a été créée il y a 10 ans maintenant et on est spécialisé sur le matériel en corde pour l'équitation dite éthologique. Et voilà, on est des artisanes françaises basées à Lyon. Basée à Lyon, mais qui vous vendez sur Internet. Donc oui, on vend sur Internet, sur notre boutique en ligne et également au salon Équitalion qu'on fait tous les ans. Oui, c'est vrai que votre participation au salon Équitalion est une belle grosse participation. Oui, et puis c'est important d'être présent, de rencontrer nos clients et puis on a la chance d'être sur Lyon. Notre atelier est à 15 minutes en voiture. Enfin, pour nous, c'est indispensable d'être présent. Oui, en effet, c'est pas loin. L'étape déménagement reste compliquée, mais Oui, c'est non, faisable. franchement, c'est la partie un peu funky d'Équitalion. Très bien. Et du coup, je savais pas que ça faisait déjà 10 ans que Horse and Rope avait été créé. Comment ça s'est passé au début? Qu'est-ce que c'était Horse and Rope il y a 10 ans? Alors, Horse and Rope, il y a 10 ans, déjà, c'était un complément d'activité. Moi, j'étais ingénieure en recherche et développement dans le biomédical et il y avait une certaine forme d'ennui, la sensation d'être un peu limitée dans mon évolution professionnelle, pas vraiment de réelle opportunité. C'est sûr, tu te poses la question d'abord d'aller chercher un autre boulot dans une autre boîte et puis pas de possibilité de trouver un autre job dans un autre labo. Et dans ma famille, si tu veux, il y a pas mal d'entrepreneurs. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est une forme comme une autre d'épanouissement professionnel. Donc dans cette idée de se reconvertir, je me suis dit, pourquoi pas créer ma boîte. Et si tu veux, en parallèle, il y a eu la découverte de l'équitation éthologique. L'équitation éthologique, j'y suis venue après un parcours de cavalière assez, interrompu, et notamment interrompu par une belle chute qui m'a causé une fracture de la hanche et un alitement de 4 semaines. Bon, voilà, ça fait partie de la vie de cavalier. Et du coup, oui, tu peux nous présenter ton cheval aussi. Oui, alors c'était pas avec mon cheval. À l'époque, j'étais cavalière de club et c'était quand j'étais à la fac et j'étais dans un club qui justement respectait pas forcément les besoins fondamentaux du cheval, mais à l'époque en fait, j'étais une cavalière qui se posait pas vraiment de questions. J'allais en cours et puis j'avais une pause, j'allais monter à cheval. Enfin, on était dans ce schéma très classique. Voilà, qui fait partie de mon histoire, dont j'ai pas honte, hein. L'équitation éthologique, je l'ai découverte qu'après, justement grâce à ce parcours de cavalière où suite à ça, j'ai arrêté, j'ai une peur qui s'est ancrée. Et puis j'ai eu la chance quand même d'avoir été guidée par une structure qui faisait de la rando, de l'équitation d'extérieur avec des chevaux extrêmement bien dressés. Et là, je fais une rencontre en fait dans cette ferme qui est située dans l'ouest de Lyon, d'une personne qui fait l'équitation au travail, l'équitation western, et qui m'explique un peu comment il prépare ses chevaux à partir en rando de manière sereine. Donc là, c'est de l'émerveillement à nouveau, toujours avec la peur, hein, quand même la petite boule au ventre avant chaque rando. Mais il me confie sa plus vieille jument, ou plutôt je suis confiée à sa plus vieille jument qui me rassure. Et ça se passe bien et après je repars sur de l'équitation plus classique en ayant toujours ce qu'il m'a dit en tête, respect de la grégarité du cheval qui a besoin de vivre en troupeau, en extérieur, pour déjà être sur des bonnes bases d'un bon mental. Et dans ce club, je découvre l'équitation éthologique. En fait, je rencontre une cavalière qui m'explique qu'elle a acheté un jeune cheval et qu'elle profite du cours d'équitation éthologique pour le débourrage de son jeune cheval. Et elle me dit, écoute Marie, je libère le poney que j'ai en demi-pension, qui est donc Prince, qui est maintenant mon cheval. Mais je l'ai rencontré comme ça, en fait, dans un club, c'est un poney de club, qui avait fait 1 an d'équitation, de travail à pied. Elle me dit, vas-y, profite, c'est ce qui te manque, c'est ce que tu recherches, donner du sens à ton équitation, mieux comprendre le cheval. Et puis, tu vois, comme je te disais, j'étais ingénieure en recherche et développement, donc j'ai toujours le goût de la connaissance, de la compréhension du vivant. Et en fait, ça a donné beaucoup de sens. C'est vraiment la pièce manquante de mon puzzle.
Et pendant ce cours d'équitation éthologique, ma prof me dit: «Profite d'Équitalion, va sur le stand des Allemands, Brocamp, équipe-toi, prends la totale, licol, longe, cordelette, stick pour ton année, tu verras. Moi, j'utilise que leur matériel ou le matériel de Parelli parce que la qualité, elle est là et ça va te permettre d'être précis dans ton travail et bon, je lui fais confiance, je m'équipe. Alors certes, bon là, je découvre l'équitation éthologique, je découvre le matériel, je j'ai pas forcément un avis critique, c'est mes premières semaines, premiers mois de cette approche du cheval. Mais dans ce cours, on se dit: «Ah bah tiens, on va aller faire l'équifile et on va aller jusqu'au championnat de France». Parce que ça va être une occasion de se tester, d'expérimenter des choses. Sauf que moi, Prince, il appartenait au club à l'époque et dans le règlement de la FFE, on te demande d'avoir une tenue aux couleurs de ton cheval. Ah ouais, je me souviens plus. Ouais, alors dans le règlement de la FFE, c'est soit tu as une tenue traditionnelle de concours, c'est-à-dire tu vois la chemise, les bottes, le pantalon blanc, soit tu as droit pour par exemple le Pony Games ou l'équifile d'avoir les couleurs de ton club. Donc on me fait comprendre que ça serait bien que je représente, on me prête ce cheval pour aller au championnat de France, représente le club dignement avec le polo du club aux couleurs jaune sur blanc, c'est magnifique. Et sur Prince, donc j'achète un nouvel équipement et là je me dis je vais soutenir une entreprise française spécialisée qui a bonne presse sur les réseaux sociaux et si tu veux effectivement quand je reçois le matériel il est très joli mais je vois que ça n'a rien à voir avec la qualité allemande. Donc du coup, t'avais déjà acheté un licol chez Brocamp à Équitalion et après tu as racheté un autre licol aux couleurs de ton club chez une autre entreprise française? C'est ça, c'était juste pour répondre à ce besoin de compétition À ce licol jaune quoi, ce besoin de licol jaune, jaune club quoi. Jaune Club et si tu veux après voilà donc je découvre ce matériel français, je me dis bon déjà bon c'est qualitatif, c'est bien fini, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir avec le matériel allemand. Moi pour ma pratique de cavalière de club qui vient faire 2 séances par semaine avec Prince, ça suffit largement. Mais si tu veux là je vois qu'il y a un petit fossé et dans donc le combo évolution professionnelle un peu limité l'envie d'entreprendre, cette découverte de l'équitation et du matériel associé, je me dis: «Ah, il y a peut-être un truc à faire, en fait». Donc c'est comme ça qu'est né Horse and Hops, de cette observation et de cette envie d'entreprendre. De ce fait que tu aies eu 2 licols en main et que tu aies eu l'envie. Ouais, que j'ai constaté et si tu veux ma prof, c'est pareil, quand elle a vu le matériel, elle a dit: «OK, c'est bien pour la mode, ça ira très bien. Pour une pratique, voilà, régulière, ponctuelle, ça sera très bien. Par contre, si tu veux aller plus loin et quand tu vas débourrer des chevaux et cetera, passe sur du matériel plus qualitatif». Ouais, ouais. Moi j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par acheter un licol jaune. C'est rigolo parce qu'il était aussi jaune le premier que j'ai acheté. Mais jaune sur de l'Alezan, ça va mieux. Oui, oui. Et après je suis allée alors c'était au salon du cheval de Paris ou Ouais. Lyon, je ne sais même plus auquel j'ai vu Brocamp pour la première fois et là j'ai eu un licol Brocamp en main et je me suis dit: «Ah OK, c'est pas la même». Non, mais c'est important, voilà. Je suis pas une collectionneuse d'objets. J'aime bien, si tu veux, dans une passion ou dans quelque chose qui me plaît vraiment dans mon quotidien, investir pour la qualité. Ouais, pour du bon matériel et qui va durer dans le temps, quoi. Exactement. Et du coup, c'est comme ça que t'es venu en fait l'envie de créer du matériel en corde parce que je pense que c'est en équitation éthologique le plus facile à créer parce que de se créer son stick, c'est quand même pas facile. Oui, voilà, non, c'est sûr, si tu veux, c'est des techniques de matelotage. Il se trouve que je suis aussi manuelle, donc j'aime bien l'idée. Enfin, tu vois, dans mon métier d'ingénieur, c'était très cérébral, quoi, qu'il y avait une partie aussi technique, donc associée à du manuel. Mais si tu veux, j'aime bien cette idée on va développer quelque chose de qualitatif, et après, voilà, c'est les mains qui font le job pour faire de belles finitions. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais, de pouvoir mêler l'intellectuel et le manuel. Exactement. Et donc, comment t'as créé ton premier licol? Parce que du coup, t'as pas pu aller acheter de la corde allemande. Non. Alors, quoique j'avais demandé aux Allemands. C'est vrai? Bah oui, oui, j'étais allée voir, hein, salut. Non, non, en plus, quand j'ai rencontré les Allemands, alors, une fois que j'ai créé Horse and Hops, faut savoir que moi, j'aime bien avoir des relations un peu saines déjà avec mes fournisseurs, mais également mes concurrents, enfin les concurrents respectueux. Moi, j'aime bien, tu vois, on fait partie d'une même famille entre guillemets. Et du coup, j'étais allée voir Brocamp. Coucou Brocamp, coucou Thomas. Moi, c'est Marie d'Orse and Hops. Oui, moi, je vous achète des sticks sur internet, mais est-ce que vous pouvez me revendre aussi de la corde? Donc ça les a fait un peu marrer, quoi. Mais ils étaient venus, je les ai fait découvrir mes produits, tout ça, on avait bu du vin rouge. Enfin bon, voilà, c'était un moment sympa, quoi. Mais enfin,
pour répondre à ta question, le licol en corde, donc ça faisait partie des premiers produits qu'on a voulu créer. On a le licol en corde, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la longe, la cordelette, et effectivement, comme je te disais, les sticks que je revendais de brocante. Et ensuite, si tu veux, j'ai contacté des corderies ou des revendeurs de cordes. On a la chance d'être dans un pays quand même où il y a énormément de choix sur les cordes. Il y a beaucoup de yachting, hein, c'est de la drisse de polyester qu'on utilise dans la voile. Et voilà, en fait, j'ai commencé à contacter ces corderies qui étaient plus ou moins réceptifs. Et il y en a eu, il y a eu deux corderies qui ont accepté de travailler avec moi, et donc j'ai passé commande. Alors bien sûr, avant ça, il y a eu des achats de cordes que tu peux trouver à Decathlon ou à Bricorama, enfin dans les magasins de bricolage, juste pour pratiquer les nœuds. Mais par contre, pour pratiquer les nœuds pour un licol en corde, c'est juste, tu vois, tu regardes des tutos sur YouTube et tu fais. Par contre, Je pense que je pense que les gens qui ont mon âge et qui ont commencé l'équitation éthologique en même temps que toi, on a eu le fameux, Licol oui, 83, exactement, sur Skyblog. Licol 83. Voilà, Mais on alors la remercie. Je ne sais pas qui est cette personne, mais si elle nous écoute, qu'elle nous contacte, parce que je sais pas si elle se rend compte de l'importance de ces schémas. mais oui, c'était alors pour celles qui sont plus jeunes que Marie et moi, ou pour celles qui ont découvert l'équitation éthologique récemment, c'était un blog, et en fait, je sais même plus ce qu'il y avait d'autre sur ce blog, mais il y avait les étapes, les Ouais, différents nœuds pour créer un licol et toutes les étapes pour créer un licol en corde. oui. Donc voilà, et je pense que grâce ou à cause d'elle, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont mis à faire leur propre licol en corde. Non, mais voilà, si tu veux, le licol en corde, c'est quelque chose qui est assez facile à réaliser. C'est juste de l'entraînement de nœuds de matelotage. Par contre, fabriquer une longe, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a différentes techniques d'épissure. Donc l'épissure, c'est quand on fait rentrer la corde dans elle-même. Et ça demande de la pratique. Et bon, au bout d'un moment, si tu veux, quand je me suis dit, bah, je suis prête. Là, j'ai passé commande de plusieurs bobines, centaines de cordes pour me lancer et ouvrir la boutique en ligne. Ouais, donc c'est le moment, ouais, enfin, c'est vrai qu'après je disais le licol en corde, mais c'est vrai que vous avez créé en parallèle aussi les longes et les cordelettes qui vont avec. Oui, en fait, si tu veux, pour moi, enfin, faut voir ce que c'était le marché du matériel en corde il y a 10 ans. Il y avait 3 selleries connues, et on a été 2 ou 3 à se lancer en même temps. Et il y avait peu de vraiment de sites internet, de boutiques en ligne dignes de ce nom. Il se trouve que j'ai la chance, mon mari qui est aujourd'hui associé, Benoît, est dans l'informatique, et du coup, on s'est dit: «On va faire les choses correctement». C'est pas parce que c'est une activité complémentaire que je veux être, la petite artisane dans son petit atelier, dans son bureau, qui vend que sur les réseaux sociaux. Surtout que les réseaux sociaux, à l'époque, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc il y a une démarche professionnelle, mais aussi du fait que, bah, quand tu as un master et que tu travailles dans une entreprise, bah, tu as cette démarche, en fait, professionnelle dans ton travail. Donc de faire les choses correctement, proprement, avec des vraies conditions générales de vente, des vraies informations où tu donnes, que les gens ils sachent ce qu'ils achètent et qu'ils connaissent leurs droits par rapport à leur achat. Donc, dans sa boutique en ligne, tu peux pas mettre juste un licol en corde. C'était l'idée d'avoir une gamme complète. Après, il y avait des petits accessoires supplémentaires, tu vois, les petits licols tressés, les cordelettes, les colliers d'encolure, différents modèles de colliers d'encolure. Mais voilà, on a voulu faire les choses, de manière à grande échelle dès le début, en Oui, fait. dès le début, vous avez mis un service qualité qui était digne d'une entreprise, bien installée, et cetera, et pas ce qu'on peut voir, pas ce à quoi on peut s'attendre d'une personne qui travaille dans son bureau, quoi. Oui, oui, et ça c'est, et puis parce que à nouveau, tu sais, j'étais dans une famille d'entrepreneurs, donc ils m'ont aussi montré ce que c'est de réfléchir son projet dans sa globalité. Voilà, pour moi c'est important, c'était l'image d'Orsen Robs, il y a la qualité du produit, mais il y a aussi la qualité de l'information et du SAV, enfin du SAV, plutôt la qualité du relationnel avec le client, en fait. Et ça passe par un site correct, en fait. Ouais, ça passe par un site qui est fluide, qui permet d'acheter, qui permet en peu d'étapes aussi d'acheter. Je pense à Oui. certains sites où tu es obligé d'envoyer un message pour avoir ta commande, enfin bon. C'est ça. Après, voilà, c'est des choix de business, en fait. Donc nous, c'est notre parti pris, et il y a d'autres personnes qui décident de faire les choses autrement, et tant que ça convient à chacun, C'est ça. c'est parfait. Il y a pas de jugement. Du coup, là, tu étais toujours, salariée. Donc tu es restée, tu as mené cette activité, salariée et Orsenrope combien de temps? Eh bien, 2013 jusqu'à fin 2017. Après, on est passé en société.
Ouais, en fait, j'étais en auto-entreprise, hein. De toute façon, c'est le seul statut, qui te permet d'avoir, un double activité et si tu veux, en 2017, j'ai eu mon premier enfant, j'ai une petite fille et du coup, bah, voilà, 2 boulots avec, un enfant, pour moi, c'était pas faisable et puis, il y avait toujours comme je te disais, cette sensation un peu de tourner en rond dans mon boulot et du coup, c'est là où j'ai fait ce choix. J'ai consulté un comptable qui m'a aussi étudié les chiffres, qui m'a dit: «Écoute Marie, si c'est pas maintenant que tu le fais, tu le feras jamais. Donc tente et j'ai eu la chance d'avoir, des managers, extrêmement à l'écoute sur le projet depuis, le début. C'est-à-dire qu'au début, je faisais ça, si tu veux, le soir, les week-ends, une partie de mes vacances. Ensuite, j'ai négocié à 80 donc j'avais une journée entière et puis à un moment, je leur ai dit: «Bon, bah, voilà». Ils de toute façon, à partir du moment où je leur ai dit que j'étais enceinte, ils se sont dit: «Bon allez, c'est ça y est, c'est fini, Marie, elle va nous quitter». Donc On va la pousser vers la porte parce que de toute façon, soit elle comprend un congé parental, soit elle crée vraiment son entreprise. ouais. C'est ça. Ah non, mais franchement, enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que mon N+1 et ma N+2 étaient super à l'écoute. Le chef de la recherche et développement, pareil, il était à l'écoute. Et il se trouve que le PDG à l'époque de ma boîte était très aussi branché par l'équitation. Et il était dans une famille cheval. Ils avaient plusieurs chevaux. Ils partaient en vacances en Bretagne. Ils prenaient tous les chevaux pour partir en Bretagne. Donc quand je le croisais, je lui glissais ma carte, je lui parlais des chevaux. Enfin, on a, tu vois. Alors que toi, quand tu es salarié d'une boîte, généralement, t'as pas d'interaction avec le PDG en direct. Donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir partir assez facilement. Et donc on est passé en société en janvier 2018. Et cette société, je me suis associée à Benoît qui me soutient depuis le début, qui fait un travail sur le site internet, donc c'était, tout naturel. Ouais, que toi, de toute façon, toi, tu étais on va dire peut-être, les petites mains et puis la partie développement et Benoît était la partie vente, quoi. Oui, enfin la partie plutôt technique du site internet. Enfin, il y a certaines personnes qui ont, l'opportunité d'interagir avec Benoît quand il y a un souci. Enfin, c'est quelqu'un qui s'investit et qui m'a encouragée, qui m'a soutenue sur, ce projet. Ouais et donc à l'époque, Benoît était par contre encore toujours salarié de son côté? Ah mais Benoît est toujours salarié. Il faut voir qu'on est des bosseurs, hein, on est des bosseurs. Ouais, ouais, toujours dans l'informatique et si tu veux non mais après son implication sur le site internet était très forte au moment du développement où à chaque fois qu'on fait une grosse mise à jour, qu'on revoit le site internet. Là maintenant, il est plus en soutien, à nous aider quand on a un souci technique. On essaye d'entretenir enfin j'essaye toute seule d'entretenir le site sur le contenu, sur la création de fiches produits et cetera et lui, il m'aide, à débloquer des points. Oui, c'est son intervention est importante, mais Oui, relativement ponctuelle par rapport au licol, vous êtes obligé de faire des licols tous les jours. c'est ça. Ouais, j'ai beaucoup de chance d'être, bien entourée. Et donc, quels ont été, bah, les défis que vous avez rencontrés, notamment peut-être au moment où tu es passé en société? Est-ce qu'il y a eu des défis, particuliers au lancement de Orsen Rope? Alors, si tu veux, quand je suis passée en société, il y avait pas de défi particulier. Enfin, ce qui a été la difficulté, c'est que vu que j'avais été en congé maternité, le changement de le changement de statut, juridique fait que de l'auto-entreprise à la société fait que tu as une espèce de période de latence où, je me suis arrêtée pendant 3 4 mois. La difficulté, ça a été de relancer la machine. Oui, parce que tu t'es arrêtée de produire des licols parce que tu étais, jeune maman. Oui, c'est ça et puis, si tu veux, il y a la réalité de tu fermes une auto-entreprise, tu lances une société, il y a des démarches administratives, qui prend un certain temps et tu peux pas faire ça en un claquement de doigts et moi, je voulais faire les choses, j'ai toujours fait les choses de manière carrée, déclarée donc on a patienté. Les difficultés, c'était plutôt au lancement, vraiment en 2013, il y a 10 ans, de trouver enfin, d'être légitime auprès des fournisseurs. Ça, c'est quand même quand tu es en auto-entreprise et que tu contactes des corderies, réputées de renom, ils te disent: «Mais vous êtes qui vous?» «Ah bah, je suis auto-entrepreneur». Vous voyez? Enfin, tu vois, pour les sociétés, l'auto-entreprise, c'est pas vraiment, un statut, C'est un statut transitoire, quoi. ouais, c'est ça. Donc c'était plutôt ça et le fait de se faire connaître. Après, ça c'était vraiment au début. Les difficultés de la société, non. Par la suite, ça c'est faire face au flux, croissant, des commandes et du chiffre d'affaires et de s'adapter en permanence, justement en recrutant des gens et cetera. Mais il y a pas eu de difficulté majeure au lancement de la société en 2018. Mais écoute, avant de passer à la question des recrutements qu'on va aborder, Mmh. il y a une question qui a été posée plus en lien donc avec les premiers produits que vous avez créés.
Donc Oui. tu m'as dit le licol en corde, la cordelette, la longe, les cordes, les cordéos, les colliers d'encolure et il y a une question qui m'a été posée par les auditeurs, c'est pourquoi ne pas avoir créé, par exemple, un licol sans nœud? Parce qu'on sait que le licol en corde, enfin, il est de croyance et tu vas pouvoir nous l'expliquer, j'en suis sûre, que le licol va générer, en fait, des points de pression qui sont douloureux pour le cheval. Donc est-ce qu'on peut aller sur ce sujet-là de pourquoi un outil réputé douloureux et pourquoi ne pas créer, du coup, un licol peut-être sans nœud qui diminuerait le nombre de points de pression? Alors déjà, moi, le licol en corde, globalement, c'est vrai qu'il y a ça il y a vraiment une passion sur le licol en corde, hein. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as les anti, tu as les pros et puis on se défend de manière, un peu hargneuse des fois. C'est assez clivant Heu comme sujet, c'est ah vrai. oui, c'est assez clivant. Le licol en corde, avec ou sans nœud, c'est sûr, tu l'utilises mal, ça peut faire mal. Donc si tu veux, c'est pour moi, le licol en corde, c'est le meilleur outil d'éducation parce qu'il est léger et ça, faut pas l'oublier, il fait moins de 200 grammes, il est souple. Donc à partir du moment que tu vas mettre ton cheval dans un inconfort et c'est à toi de t'éduquer, à éduquer ton cheval, à exercer les bonnes pressions graduelles, progressives. Dès que le cheval y trouve la bonne réponse, tu cèdes et ça rend immédiatement le confort du fait que le licol, il est léger. Je te parle en particulier si tu as aucune longe qui est accrochée à ce licol. Tu vois, si tu prends juste ce licol pour exercer une pression pour demander à ton cheval de reculer, la pression, c'est pas les nœuds qui va les exercer, c'est la corde qui est sur le chanfrein. Donc, avec ou sans nœud, tu auras toujours cette même pression. Il faut arrêter de penser qu'un licol sans nœud va être plus confortable pour le cheval. C'est faux. Les nœuds sont là pour donner la structure au licol, pour que le licol épouse la tête du cheval. C'est tout. Oui, pour lui donner C'est sa alors forme, pour lui donner, oui, pour pour lui lui donner sa donner sa forme. forme. Alors bien sûr, si tu fais une flexion latérale de ton cheval, par exemple, je suis à gauche et je demande une flexion latérale avec le licol à gauche. Forcément, tu as ton montant qui va s'exercer, le montant de ton licol à droite va exercer une pression, le nœud également, une partie de la muserolle également. Tout ce qui est sur la droite de la tête du cheval, si tu demandes une flexion à gauche, c'est ça qui va exercer une pression pour dire au cheval, bah vas-y, tourne la tête à gauche. Donc, ok, le nœud peut exercer une pression, mais le nœud est là pour donner la structure. Donc le licol, et puis il donne aussi la stabilité. Donc si tu as un licol sans nœud, qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Il va se déformer. Enfin, genre, c'est quand même garant d'un bon équilibre de ton licol, qui soit bien ajusté et qui n'évolue pas, enfin qui ne bouge pas dans le temps. Oui et c'est vrai que ça, j'ai mon petit avis là-dessus. Pour avoir créé des licoles avec le joli, Skyblock de Licol 83, en fait, il se déformait totalement dans le temps et pour avoir eu aussi un licol, sans nœud, donc avec une couture, bah, en fait, la corde de la couture finit par se détendre ou par lâcher, par rompre et en quel cas, bah, le licol perd totalement sa forme. Ouais. En fait, le licol en corde, c'est un outil qui est extrêmement précis. Donc il faut veiller à bien le faire vieillir, il faut veiller à bien choisir le bon diamètre, la bonne qualité de corde, pour être précis dans ses actions. Je crois que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Moi, je prends pas de licol en corde, je prends un licol plat». Quand tu vois des fois le design de certains licols plats avec des tétières soi-disant anatomiques, ultra larges, avec des boucleries lourdes, quel confort tu vas rendre à la nuque de ton cheval si tu lui donnes par exemple, tu lui demandes une cession de la tête, enfin d'encolure vers le bas, tu lui demandes de baisser la tête. Quand il va te donner la réponse, quel confort tu lui rends? S'il a un truc qui pèse sur sa nuque, qui est extrêmement lourd. Alors que le licol en corde, tu relâches, bim, il y a plus de poids. Oui, puis c'est vrai qu'il y a il y a le côté vraiment plus de poids et c'est vrai que moi qui fais de la randonnée, bah, en fait, pour le cheval, c'est pas mal parce que le licol se fait oublier, en fait. Exactement, c'est ça. Et si tu veux, on sait aujourd'hui par rapport à tout ce qui est processus cognitif du cheval, et le cheval et bien d'autres animaux, qui a ce besoin d'immédiateté dans la réponse. Dans le renforcement positif, c'est pour ça qu'on utilise le clicker, parce qu'il est beaucoup plus facile de faire un clic que d'aller sortir une friandise de sa poche, de le tendre à son cheval, ou tu vas dire, sans le clic, tu vas dire oui, tu vois, avec une intonation, pour que le cheval, il comprenne que c'est la bonne réponse. Donc on sait qu'il y a ce besoin d'immédiateté dans la réponse, dans la réactivité du cavalier face au cheval qui donne la bonne réponse. Et le licol en corde, c'est ça. Tu as une corde qui met dans l'inconfort, à toi d'apprendre à doser, mais qui rend qui rend le confort immédiatement dès que le cheval donne la bonne réponse.
Moi, je trouve que c'est un outil formidable. Après, faut sensibiliser les cavaliers, que ça soit nous les fabricants et choses qu'on fait régulièrement, mais aussi les coachs ou enseignants, tout ça, à bien positionner le licol sur la tête de son cheval. Ça doit pas reposer sur le cartilage du nez. Ça, on en voit beaucoup des licols qui sont beaucoup trop bas. Les nœuds au niveau de la muserolle, c'est dans une zone relativement molle de la tête, entre la commissure des lèvres et l'apophyse zygomatique, tu as toute une zone là, tu vois, qui est un peu plus molle. Donc ton nœud, il est pas forcément en contact permanent parce que tu as une différence de niveau. En plus, je sais pas comment dire, tu vois, de ton nœud, de muserolle, il doit être dans cette zone molle de la tête du cheval qui est située entre l'apophyse et la commissure des lèvres. Donc si tu veux, on est dans une zone relativement peu innervée de la tête du cheval. Oui, par rapport à la zone juste au-dessus qui est très innervée pour le coup. Exactement. Donc c'est ne pas mettre trop haut, ne pas mettre trop bas et apprendre à l'utiliser. Et apprendre à le régler et prendre un outil, un licol qui se dérègle pas dans le temps. Oui, c'est ça, c'est le choix des matériaux est important justement par rapport aux différents matériaux. T'as de l'élongation qui est différente entre le polypropylène, le polyamide, le polyester ou des fibres naturelles. Donc ça, c'est un facteur de choix pour les fabricants et pour les utilisateurs. Oui, c'est vrai que, enfin, pour avoir été une collectionneuse de licol encore de toutes les couleurs, je vérifiais de temps en temps que mon licol était toujours, au moins symétrique. Je vérifiais au moins Oui, la symétrie de mon oui, licol bah, c'est bien, et c'est bien. en fait, je me rendais compte qu'il y avait des licols qui gardaient pas la symétrie dans le temps donc après de refaire le réglage tout seul sur des nœuds qui sont déjà bien en place et cetera, de refaire une symétrie sur un licol, c'est quasi impossible. Mon petit conseil, quand tu as les nœuds qui sont très compactés dans le temps, tu passes en machine ton licol. Ça peut te permettre de décrasser et puis de réussir à redesserrer un peu tes nœuds et à les déplacer sur tes montants. Voilà, ça se tente en tout cas quand tu as un licol qui, de toute façon, tu ne peux pas l'utiliser. Je veux dire, ça se tente d'essayer de déplacer le nœud comme ça, ouais. Ouais, mais vu l'investissement en temps et en réflexion que ça demande, je vous invite quand même à prendre un bon licol direct. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, ouais, non, non, t'as raison, t'as bien raison. Et donc, tu parlais de cette immédiateté de la réponse du licol que vous recherchez, enfin qui est recherchée en fait, qui est recherchée en équitation éthologique. Est-ce que c'est à pour cette immédiateté de la réponse que vous êtes allés développer après votre corde? Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Horse Rope, vous avez développé votre propre corde, vous avez l'exclusivité, il y a que vous qui vendez cette corde. Et donc, est-ce que c pourquoi être allé développer cette corde? Alors, tout ça, bon, il y a 2 choses. C'est si tu veux, c'est d'avoir une corde, comme tu viens de le dire, qui est exclusive, qui est unique. Nous, ce qu'on veut, c'est faciliter la communication entre le cheval et le cavalier. Donc ça passe par du matériel de qualité, avec des propriétés particulières. Choix du matériau qui est le polyester, qui est reconnu justement parce que tu as pas d'élongation, parce que tu as une certaine densité du fil et donc ça donne un poids qui te permet d'être précis. Plus tu as un matériel, entre guillemets, si je caricature, si tu as un matériel qui est lourd, moins tu vas exercer de pression, plus le cheval il va ressentir la chose. Si tu as un matériel qui est extrêmement léger, pour qu'il ressente la même chose, tu vas devoir mettre beaucoup plus de pression. C'est de la physique. Donc, il y a ce goût pour l'innovation, la recherche et développement depuis toujours. Enfin, moi, ça a été mon métier pendant 10 ans. Donc, c'est ce challenge, c'est un gros kiff, hein. Tu vois, on est une équipe extrêmement déterminée et investie dans l'ergonomie des produits, dans le sens que on veut proposer du fonctionnel, du matériel qui va permettre de la performance, qui va permettre du confort pour le cheval, qui va permettre au cavalier d'être dans une séance qui va pas être gêné par son matériel, ce qui va faciliter tout ça en fait. Donc et puis si tu veux l'idée de base chez Orsen Rob, c'est la qualité. Ça a toujours été ça, donc qualité et d'avoir quelque chose d'assez exclusif. Donc quand j'ai créé Orsen Robs, on avait 2 gammes de cordes et j'avais cette gamme pro qui était appréciée comme son nom l'indique des professionnels avec une corde plus dense, un tressage plus fourni, une corde très comparable au matériel Parelli et qui plaisait aux coachs, aux personnes qui faisaient du débourrage, etc. Et notre corde signature, celle que nous avons développée en 2020, c'est une amélioration de cette corde. Et on a eu de la chance, si tu veux, en grandissant, avec un volume de commandes qui grandit, d'être à nouveau plus crédible auprès des corderies et de pouvoir discuter de besoins spécifiques et de notre intention de développer une corde la plus adaptée, la plus qualitative pour le marché français et pour le moment français, mais à voir pour la suite, pour offrir une expérience exceptionnelle au cavalier et au cheval.
Ouais, donc c'était cette envie de faire de la qualité française. La qualité française, parce que je veux dire, là, au moins, si tu veux, quand les personnes achètent chez Orsen Rops, ils savent que c'est de la corde qui est produite en France, que c'est un équipement qui est fabriqué à Lyon. Il y a une transparence et une traçabilité. Quand tu achètes chez Parelli, tu sais déjà que c'est produit au Mexique. Quand tu achètes chez Brocamp, je ne peux pas dire où c'est fabriqué. Probablement en Allemagne, hein, mais j'ai aucune garantie. Mais justement, on ne sait pas dire. Voilà, alors nous, on est très transparent. Tout n'est pas français. Je veux dire, la bouclerie, elle vient d'Asie parce qu'on n'a pas le choix pour le moment et que c'est comme ça. En tout cas, le consommateur, il est informé. Et donc votre corde, elle est fabriquée en France. Oui. Ça, c'est quelque chose que je savais que c'était conçu, enfin que c'était imaginé en France. Je savais que c'était après monté, on va dire, dans vos ateliers à Lyon. Mais c'est aussi donc la corde est 100% française. Oui, on a toujours utilisé des cordes françaises depuis le début. Parce que comme je te disais, on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de voiles et du coup, il y a des corderies qui innovent, qui, ont un savoir-faire, qui est exceptionnel et j'ai la chance, en plus de ça, si tu veux, dans l'idée de cette création de cordes, en plus de vouloir être, la meilleure corde française pour l'équitation, on voulait qu'elle soit en partie, recyclée. C'est-à-dire D'accord. aujourd'hui, tu as que du polyester vierge dans toutes les cordes proposées Ouais. dans le matériel d'équitation. Et nous, on a cet engagement, on essaye d'être un peu plus, responsable sur notre conception, de nos produits. Alors si tu veux, tu as le côté durabilité pour pas que ça se transforme en déchets, tu as le côté made in France par rapport à l'impact carbone et il se trouve que la corderie, partenaire, elle est assez sensible à tout ce qui est question, environnementale. Donc eux-mêmes achètent du fil. La plupart des fils, de nos cordes sont fabriqués en Allemagne. Donc tu vois, on peut aller retracer jusqu'au fil qui est européen. Pas tous, hein, il y a une partie des fils qui sont, asiatiques. D'accord. Après on reste sur du polyester, c'est donc de la pétrochimie et il y a pas de pétrole en France, en tout cas pas en France métropolitaine. Donc ça c'est une réalité. Il y a un moment, si on remonte, on retrace, on s'éloigne de la France. Heu, mais je trouve que déjà on est fiers du parcours qui a été fait et de ce qu'on propose parce que, d'avoir une corde qualitative comme ça qui va suivre le cavalier et le cheval dans la durée et d'avoir une conception française avec du polyester recyclé fabriqué en Allemagne, bah, c'est génial en fait. Cette corde, elle est vraiment unique. En fait, la tresse intérieure de nos cordes est fabriquée avec du polyester recyclé et ça, on est les seuls à le faire. D'accord, donc la tresse intérieure, c'est 100% du polyester recyclé? C'est 100 de polyester recyclé, ouais. Ce qui représente environ, 40 du tressage de la corde. En fonction après ça va dépendre des diamètres, mais voilà, on va jusqu'à du 40-46 même, je crois, sur la corde de 16 millimètres, la corde épaisse où la tresse intérieure est plus épaisse. Ouais, ou la longe, c'est la corde de 16 millimètres, il me semble que c'est la longe? Lourde, ouais, la longe lourde, ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, vous êtes sur l'aspect écologique, autant d'un point de vue, ben, on utilise du matériel recyclé et on vous fait du matériel qualitatif qui dure dans le temps et donc qui ne devient pas un déchet, en fait. Et made in France. Oui, parce que si tu veux, le cheval, enfin, je veux dire, il est indissociable de l'environnement. Et nous, on a tendance, nous, humains, à nous dissocier de l'environnement comme si c'était un tableau qu'on regardait. Le cheval, c'est une connexion à la nature. Surtout, bon, tu vois, nous, on est lyonnais, on a des modes de vie urbains. Quand tu vas voir ton cheval, tu prends la voiture, tu vas prendre ton cheval et tu vas voir ton cheval, tu te reconnectes à tout ça. T'entends les petits oiseaux, tu vas te balader en forêt. Enfin, je veux dire, c'est important de prendre soin de l'environnement naturel du cavalier, mais aussi de notre environnement à nous. Ça, on a tendance, comme je te dis, à se dissocier de tout ça et c'est bien dommage. Non, voilà, c'est vrai que c'est la globalité de notre démarche en fait, c'est de cet engagement pour le mieux pour le cheval, le cavalier et l'environnement. Ouais, et donc cette corde, donc tu m'as dit, vous l'avez développée alors en 2020, mais donc ça vous a pris combien de temps de la développer à partir du moment où vous avez dit: «OK, là c'est bon, on est assez crédible, on va se lancer dans la conception d'une corde, on va contacter les corderies et cetera». Au moment où vous avez, lancé les ventes de cette corde et il me semble que le lancement des ventes, c'était à Equitalion en 2021. C'est ça, oui, c'est ça. Bah, écoute, si tu veux, il y a ce qui se passe à chaque fois pour le développement, ça a été pour tous nos diamètres de corde, hein. Il y a eu plusieurs prototypes. En fait, on va jouer sur les réglages des machines. Donc déjà, nous, on savait qu'on voulait du polyester. Après, on va se dire combien de filaments de polyester, de fils de polyester tu mets dans ta corde. Ensuite, tu vas dire ce fil,
quelle tension tu mets dessus. Tu sais, un tension comme en machine à coudre, hein. Enfin, je sais pas si tu fais un peu de couture, tu mets une tension dans ton fil, pour sa tenue. Ensuite, tu peux jouer sur la torsion, c'est-à-dire, le fil, tu peux le faire vriller sur lui-même pour lui donner une résistance à l'abrasion. Ensuite, tu as la tresse intérieure de la corde, donc ce qu'on appelle lame. Tu as plein de modèles différents de tressage, plein de densités différentes et là, on a fait du travail, sur cette âme. Donc là, ça a été de l'essai-erreur que vous avez Ah ouais, fait? ouais, Vous ouais, avez essayé avec c'est ça ça. s'appelle comment quelqu'un qui travaille dans une corderie? Bah, c'est Vous des avez essayé avec la corderie? Oui, avec le responsable du site, on a fait des tests de confection. On a la chance d'avoir vraiment un partenaire, vraiment qui est à l'écoute de nos besoins spécifiques et heu et voilà, on a fait des essais, des prototypes, on a testé: «Non, cette corde est trop molle, non, cette corde est trop dure» ou «Non, cette corde, elle est bien, mais j'arrive pas à faire une épissure». Bon, bah, c'est problématique. Donc voilà, tout ça en fait, on n'est pas au début de Horse and Robes, on a choisi des cordes qui existaient au catalogue. Et aujourd'hui, on est les seuls à avoir fait ce vrai effort de R&D. C'est pas juste d'aller choisir des coloris dans un catalogue et dire: «J'ai créé ma corde en mettant des coloris différents» ou en donnant un nom, gamme, cheval, dans une corderie, en demandant à une corderie de créer une gamme cheval. Enfin, tout ça, ça reste des produits de catalogue. Ça nous a aidés à démarrer, ça nous a aidés à être ce qu'on est aujourd'hui. Mais voilà, on a vraiment cette détermination de proposer de la qualité et on s'est dit: «On va aller jusqu'au bout». Cette gamme pro qu'on avait, elle est géniale, mais elle manque de souplesse et puis elle a pas beaucoup de couleurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'améliorer? Et donc du coup, vous avez créé ça, ouais, en 2020. Le covid vous a pas mis des bâtons dans des roues ou justement, Alors 2020, c'était des discussions essentiellement. Après ça s'est vite enchaîné, hein, les prototypes et après ça a été des fabrications de longes de licol pour nous, des tests, de l'équipe, des tests auprès de partenaires professionnels évidemment, et puis une présentation du coup en avant-première à Equitalion en 2021 comme tu disais. On avait pris que 3 coloris, quelques exemplaires, c'était incroyable les retours qu'on a eus. Les gens, ils touchaient la corde, ils disaient: «Waouh!» Alors que dans le reste du stand, il y avait toujours notre gamme Fun de l'époque, notre gamme Pro. Notre gamme Pro avait toujours son petit succès, mais les gens pouvaient comparer, en fait et ça, c'est génial. Parce que le problème de la vente en ligne, c'est qu'ils peuvent pas toucher, ils peuvent pas avoir la sensation. Et tout est dans la sensation justement, hein. Ces petites vibrations que tu vas mettre dans ta longe. On va travailler sur la nervosité de la corde pour donner une petite vibration, pouvoir gagner en amplitude dans ta longe si tu as besoin de monter en phase et que la longe après se remette rectiligne dès que tu arrêtes ta demande. Ça, tant que t'as pas ta corde entre les mains, tu peux pas le voir en fait. oui, puis c'est vrai qu'Equitalion, ça avait très bien marché parce que vous aviez un certain stock disponible chaque jour. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, le but, c'était de présenter sur les 5 jours de salon. Donc on avait un quota, donc c'est vrai que c'était un peu difficile de dire aux gens: «Bah, écoutez, là, c'est des modèles d'exposition. Je peux pas vous les vendre ou rendez-vous demain à 8 à 9 heures et vous en aurez peut-être un exemplaire». C'est un peu, mais au moins après on a lancé des précommandes. Donc on leur a expliqué, on leur a dit: «Mais attendez, là, on fait un tarif salon. Ce tarif salon, vous allez le retrouver, dans quelques semaines sur notre site internet». Et si tu veux, donc on a lancé ces précommandes qui ont très bien marché. On a eu des retours de clients parce que c'est vrai qu'1 an de test, c'est un peu limite. On a eu des retours de clients dans différentes utilisations où il y a eu des petites choses qui ont été ensuite corrigées sur la corde, et si tu veux, on est toujours dans cette idée d'amélioration continue. On est très à l'écoute, des retours de nos clients et on prend chaque expérience, chaque retour comme quelque chose d'important. Vous en êtes à quelle version de la corde? Vous les comptez? Alors si je compte, avec les prototypes, c'est un peu compliqué de te dire, parce qu'il y en a une certaine quantité, puis ça va dépendre des diamètres, mais si je te parle du licol et de la longe, alors pour le licol, on a retravaillé un peu la tension et la torsion du fil pour, associer à la fois le confort, on va dire le toucher, de la corde, qu'elle reste bien, douce, et d'avoir une bonne résistance dans le temps parce qu'on avait eu des tout petits soucis, au début, et là maintenant, c'est rentré dans l'ordre, on n'a aucun problème, donc on a très peu touché à la corde de l'icole. Il y a cette R&D, c'est un des piliers d'Orsen Rops, l'innovation, mais il y a aussi l'un des piliers, des socles vraiment costauds d'Orsen Rops, c'est l'écoute auprès des clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
Voilà, je sais pas si t'as vu, on a fait une corde au coloris de Blooming Riders récemment, qui est un partenaire d'Orsen Robs depuis le début. C'est des personnes, on adore ce qu'elles font, leur approche de l'équitation, cette ouverture d'esprit et la place du horsemanship comme base de l'équitation. Donc on a été super contente de faire une corde aux couleurs de Blooming Riders. Et si tu vois, si tu veux, nous on a donc des professionnels qui nous demandent soit des coloris spécifiques, mais qui peuvent avoir besoin d'une corde un peu plus dure. Bah ça on peut le faire parce qu'on a la chance de travailler avec une corderie qui est à l'écoute. Après bien sûr c'est des volumes de commandes particuliers et ça c'est un besoin spécifique, c'est des choses qu'on fait et voilà. En tout cas qui sait, enfin en tout cas à l'heure actuelle on a une corde qui est qualitative et qui a fait ses preuves. Mais vous pouvez l'adapter toujours, quoi. Peut-être qu'un jour vous allez aller à l'export et que les Espagnols, ils voudront une corde plus légère ou j'en sais rien. Exactement, exactement. Non, mais ça c'est génial d'avoir cette proximité et de cette réactivité. Ça c'est des choses pour nous qui sont importantes. Petite surprise, ce premier épisode avec Marie de Horse and Rope s'arrête ici et il sera suivi d'un deuxième épisode qui sortira la semaine prochaine. Dans ce premier épisode avec Marie, nous avons exploré la création et la genèse de Horse and Rope, de comment est-ce qu'elle a créé son entreprise, jusqu'au développement de la corde signature Horse and Rope, qui est un peu le point d'apogée actuel de Horse and Rope. Nous avons également vu les valeurs de Horse and Rope qui sont portées par Marie, qui sont la qualité, la recherche et développement, l'écoute du client. Et dans le second épisode, nous allons approfondir encore cette création et ce développement de l'entreprise de Horse and Rope et on va voir comment est-ce qu'une équipe peut soutenir les valeurs d'une entreprise qui a été créée de base par une personne. Je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour plonger encore plus dans l'entreprise de Horse and Rope. On verra la création d'une équipe, on y verra également le développement d'autres produits tels que le flag Horse and Rope ou le stick Horse and Rope qui est sorti très récemment. Donc cette semaine, on a vu un peu le passé de Horse and Rope et la semaine prochaine, je t'invite pour découvrir le présent et surtout le futur de Horse and Rope. Quelles sont les idées qui bouillonnent dans la tête de Marie et de toute son équipe pour continuer à développer son entreprise, toujours en gardant ses valeurs de qualité, de recherche et développement et d'écoute du client. Je te dis donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Bonne journée! Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!